Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes de ce soir et je vous remercie pour votre fidélité. En 2009, l'Académie royale de Belgique a organisé un grand colloque sur le thème de l'évolutionnisme. L'évolutionnisme, un thème de réflexion à la mode, c'est aussi le thème de réflexion de notre émission de ce soir. Pour parler de l'évolutionnisme, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Jacques Ress, membre de l'Académie royale de Belgique. Vous êtes un chimiste de l'Université de Bruxelles et vous avez organisé et publié ce volume dont je donne le titre précis. L'évolution aujourd'hui à la croisée de la biologie et des sciences humaines. Alors quand on parle évolution, on pense tout de suite à Darwin, à la biologie, à la génétique. Or, votre travail a consisté à élargir, au fond, le sujet de réflexion à d'autres disciplines scientifiques. Oui, tout à fait. Mais donc, d'abord, je n'étais pas tout seul pour organiser ce colloque, puisqu'il y avait effectivement des confrères de la classe des lettres. Et de la classe des sciences. Et de la classe des sciences, dont j'étais membre à l'époque. Maintenant, je suis dans l'autre classe, technologie et société. Mais donc, effectivement, en 2009, on fêtait le 150e anniversaire de la naissance, de la publication de l'origine des espèces. Donc, c'était un grand moment, le livre majeur de Darwin. L'idée était donc d'avoir un colloque portant sur ce thème, mais certainement pas de se limiter seulement au champ de la biologie. Dans la mesure où souvent, effectivement, et vous l'avez dit, quand on parle d'évolution, on pense évolution biologique, et on voit en Lamarck, Darwin, disons, les pères fondateurs de ces disciplines, mais il faut se souvenir qu'avant eux, au XVIIIe siècle, il y avait notamment des linguistes qui, de manière très très claire, avaient évidemment évoqué le fait qu'il y avait des filiations entre les langues, que le français dérivait du latin, enfin bon. Et donc cette idée d'évolution des langues était une idée communément admise. Et par exemple, un linguiste anglais, Burnett, avait écrit de nombreux ouvrages sur ce thème, mais il avait, tout linguiste qu'il était, extrapolé à la biologie. Donc bien avant Darwin et même avant Lamarck, il avait évoqué le fait... Voilà, un vrai précurseur. Là, c'est un vrai précurseur. Mais il faut faire remarquer qu'il y a de multiples précurseurs à Lamarck et à Darwin, en se souvenant toujours qu'effectivement, Lamarck, son traité, il le publie en 1809, qui est l'année de naissance de Darwin. Donc Lamarck est assurément le premier grand évolutionniste, et il sera suivi par Darwin 50 ans plus tard, qui mettra sans doute les choses davantage en place, mais évidemment, c'est une discipline qui évolue toujours, comme toutes les disciplines scientifiques. Oui, alors quand on dit les linguistes se sont penchés sur l'origine des langues, c'est peut-être parce qu'ils avaient dans l'arrière-plan de leur réflexion l'idée de rechercher la langue primitive. Oui. Ils pensaient qu'existait une langue primitive dont on dérivait toutes les langues, alors les langues germaniques, les langues sémitiques, les langues romanes, etc. Donc ils avaient en quelque sorte en eux ce mobile pour rechercher et remonter le cours du temps. Oui, c'est sûr. Mais tout à fait. Mais donc dans les sciences humaines, en fait, prendre en compte le temps de l'histoire, et c'est très banal, je veux dire, c'est ce que font les historiens. Ce qui est nouveau avec des gens comme Lamarck ou comme Darwin, c'est effectivement d'introduire le temps de l'histoire dans les sciences de la nature. C'est un élément tout à fait fondamental, et on peut, malgré les premiers signes avant-coureurs qu'on peut déjà chercher au XVIIIe siècle. Mais enfin, c'est au XIXe siècle que cette idée que le temps de l'histoire a un rôle important dans les sciences de la nature, c'est au XIXe siècle que cela s'impose. Alors, on voit aujourd'hui dans la société, dans la réflexion philosophique, s'opposer évolutionnisme et créationnisme. Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire, je ne sais pas si j'ai raison en disant cela, que les créationnistes sont des types complètement figés? Oui, enfin, donc, si on oppose évolutionnisme et fixisme, c'est-à-dire... Oui. Effectivement, il y a encore aujourd'hui des fixistes, c'est-à-dire des gens qui croient que toutes les espèces animales, végétales, telles qu'on les voit aujourd'hui, ont été créées à peu près de manière simultanée et telles qu'elles sont aujourd'hui. Ça, effectivement, il faut bien reconnaître que ces gens-là sont un petit peu attardés.
Par contre, en ce qui concerne le créationnisme, Oui. ça, je crois qu'il faut adapter une attitude un peu plus nuancée, parce que, prenons un Théard de Chardin, assurément, puisque c'est un père, c'est un ecclésiastique, donc évidemment il est créationniste, mais il est évolutionniste, C'est possible, c'est pas possible. contradictoire. Oui, parce qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'on imagine qu'au début, il y a eu un acte initial créateur, une puissance surnaturelle, enfin bon. Ce n'est pas parce que l'on pense cela que nécessairement on est fixiste. Et donc Teilhard, par exemple, est assurément un évolutionniste, tout en étant certainement créationniste. Mais par exemple, en ce qui concerne l'évolution de l'univers, qui est quelque chose qui est apparu plus tard, donc avec le chanoine Lemaître en Belgique, eh bien, lui aussi, chanoine, il est certainement, évidemment, créationniste, mais c'est un évolutionniste convaincu, dans son cas, en matière d'évolution de l'univers. Donc il est possible de concilier créationnisme et évolutionnisme, les fixistes croyant au fond que l'éléphant d'aujourd'hui, c'est celui qui est descendu de l'arche de Noé, en fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, absolument. Et ça, d'ailleurs, Darwin, dans son très beau livre, dans l'origine des espèces, il va dire quelque chose que je trouve extrêmement intelligent, important. Il dit, mais si vraiment on croit que le zèbre, le cheval, l'âne, tous ces animaux-là résultent de créations simultanées et indépendantes, alors cela fait de l'œuvre divine une dérision, dit-il. Donc, il s'avance vers les... à cette époque-là, il est agnostique, donc il n'est plus croyant. Il l'a été, il ne l'est plus. Mais il accepte, il pousse le dialogue avec les croyants jusque-là, en disant, réfléchissez un peu, c'est pas possible d'être fixiste. Il y a pourtant un certain nombre de créationnistes aujourd'hui, je pense à certains penseurs de religion musulmane, qui sont au fond des fixistes, en tout cas qui refusent toute idée d'évolution et qui jettent en enfer, notamment les théories de Charles Darwin. Oui, tout à fait, mais ça vous avez tout à fait raison, mais bon, depuis l'apparition du livre de Darwin, eh bien, il y a cette contestation périodique et Darwin espérait que ça s'atténue très rapidement, on se rend compte que ça ne s'atténue pas et que ça renaît périodiquement. Vous faites allusion effectivement à des penseurs musulmans, mais je pourrais dire dans toutes les religions, malheureusement, vous avez des fonds. Enfin, je dis malheureusement, parce que oui, comme ça, je m'exprime clairement. Il y a des fondamentalistes, et vous le trouvez aussi, disons, aux États-Unis, par exemple, dans des mouvances qui se réclament de la Bible. Il y a effectivement des mouvements qui sont tels fondamentalistes et qui retournent à une lecture littérale de la Bible décrivant, selon eux, ce qui s'est véritablement passé. Alors vous qui êtes un homme de science, un spécialiste de ces questions, est-ce que les théories de Darwin peuvent recevoir de nos jours et dans le futur des compléments ? Est-ce qu'on va pousser plus loin encore dans l'histoire de la pensée les théories de Charles Darwin? Oui, ça tout à fait. Disons, c'est pour ça que, par exemple, j'aime pas trop le terme darwinisme. Oui. Parce que, bon, c'est d'ailleurs pas Darwin lui-même qui est le premier à utiliser cette expression. C'est Wallace, un autre très grand évolutionniste contemporain de Darwin. Mais donc, il faut parler des théories, ou de la théorie, si on veut, de l'évolution. Et c'est une théorie scientifique. Comme toutes les théories scientifiques, elle évolue. Elle-même, elle s'enrichit. Et il est tout à fait clair que, par exemple, la génétique que ne connaissait pas Darwin, elle a enrichi étonnamment le discours évolutionniste, je dirais. Donc, la théorie de l'évolution est une théorie en mouvance continue, et donc, bien sûr, mais l'idée de base n'est nullement remise en question. Et donc, de temps en temps, on voit dans la presse ces titres fracassants, Darwin est mort, etc. Ça n'a pas de sens. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, Darwin, c'est pas une église, je veux dire, c'est pas un dogme, c'est le début d'une très belle aventure scientifique. Eh bien, professeur Jacques Resse, je vous remercie infiniment pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle que vous avez participé à ce volume important publié par l'Académie royale de Belgique, volume intitulé « L'évolution aujourd'hui, à la croisée de la biologie et des sciences humaines ». Merci beaucoup pour votre présence. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt et bonne nuit.